bienvenue à ce module d'introduction au GIAF, le cadre d'analyse conjointe des besoins intersectoriels. Je m'appelle Magali Salazar et je travaille avec l'unité interagence pour la gestion du projet GIAF. Le GIAF est une initiative multipartenaire qui réunit des agences des Nations Unies, des ONG et des donateurs. Après le premier module qui a donné un aperçu général de l'approche GIAF, ce module est le deuxième des 4 expliquant le concept du GIAF. Le troisième module examinera de plus près la méthodologie et le dernier et 4e module présentera les étapes clés du processus GIAF. Chaque module dure environ 10-15 minutes. Ensemble, ils constituent un ensemble d'inductions non techniques. Des supports de formation technique plus avancés sont disponibles sur le site web du GIAF et sur la plateforme de gestion des connaissances de OCHA. Cette session fait donc partie d'un plan de formation plus large pour le GIAF 1.1. Le plan est composé de 3 éléments. Je viens de vous parler des présentations préenregistrées de haut niveau. Il existe aussi 8 présentations plus approfondies, ainsi que des ateliers et des webinars. La structure de ce module est la suivante. Nous allons commencer par regarder les notions de multi et d'intersectorialité. Ensuite, nous verrons les éléments clés de l'approche GIAF, puis le cadre conceptuel. Ensuite, nous verrons les indicateurs et enfin l'agrégation et les aspects relatifs à l'estimation du nombre de personnes ayant des besoins humanitaires ou PIN. Alors, en quoi l'analyse intersectorielle est-elle différente de l'analyse multisectorielle? Le multisectoriel consiste à énumérer ou à regrouper des questions sectorielles sans examiner leur interconnexion ou leur chevauchement, ou sans essayer de comprendre comment elles se réunissent toutes dans la même unité d'analyse, comme par exemple un groupe vulnérable. L'analyse intersectorielle, au contraire, souligne l'importance de la pensée systémique et de la prise en compte des questions dans leur ensemble, dans tous les secteurs, et l'éventail des facteurs qui influencent collectivement les conditions humanitaires ou comment les situations dans un secteur influencent sur un ou plusieurs autres secteurs. L'objectif de l'analyse intersectorielle est d'aider à créer des synergies entre les secteurs afin de s'attaquer à des problèmes complexes pour atteindre les objectifs et les cibles interdépendantes en matière d'aide humanitaire et de développement. Les résultats analytiques du GIAF devraient aider à comprendre l'interrelation entre les problèmes sectoriels, leur chevauchement, leurs points communs et leurs différences qui se manifestent dans les groupes les plus vulnérables. Ceci est en opposition à un récit décousu, sans unité d'analyse commune, où les questions sectorielles sont étudiées isolément ou regroupées vaguement sous des entêtes thématiques. Les gens ne gèrent pas leur famille avec l'approche cluster, ils articulent leurs besoins dans leur ensemble. La problématique devient évidente si on examine les anciens HNO, les Humanitarian Needs Overview, qui présentaient un récit souvent long avec des problèmes sectoriels répertoriés les uns après les autres. Cela s'est amélioré dans les HNO plus récents avec l'aide du GIAF. Je vous encourage à comparer les HNO récents, en particulier les sections 1.4, où les conditions humanitaires sont analysées. Comme cela a été présenté dans le module 1 de cette série, il y a 2 éléments clés de l'approche GIAF. Le cadre conceptuel et le modèle de sévérité, qui a lui-même 2 composantes, une échelle de sévérité normalisée et une liste d'indicateurs. Ces 2 éléments clés, donc le cadre conceptuel et le modèle de sévérité, sont à la base de l'exécution d'une agrégation pour établir et estimer le nombre de personnes ayant des besoins humanitaires, le People in Need Number ou PIN. Nous examinerons cela un peu plus tard, passons maintenant plus de temps à mieux comprendre le cadre conceptuel. Comme expliqué dans le module 1, le cadre conceptuel s'articule autour de 5 piliers, à commencer par le contexte, les événements et chocs, l'impact, les conditions humanitaires et les besoins prioritaires actuels et prévus. Ce cadre sert à organiser l'information, visualiser les relations et apporter une structure cohérente à l'analyse.
Le cadre conceptuel du GIAF aide à encadrer l'histoire d'une population touchée par un choc d'une manière cohérente et complète. Les 3 premiers piliers, contexte, événement et choc et impact, permettent aux acteurs de l'intervention et de la réponse humanitaire de définir l'ampleur de la crise, c'est-à-dire d'identifier toutes les zones géographiques touchées et d'estimer le nombre total de personnes qui ont été touchées par celles-ci, désagrégées par caractéristiques démographiques clés. Le premier pilier, qui est le contexte, décrit les caractéristiques pertinentes de la zone d'intérêt. Il y a 9 sous-piliers: les conditions politiques, socio-culturelles, économiques, juridiques et politiques, technologiques, démographiques, les conditions de sécurité, d'infrastructure et les conditions environnementales. Par exemple, les envois de fonds contribuent 10% du PIB du Sud-Soudan. Ou encore, les routes en dehors de la capitale ne sont pas pavées. Le second pilier examine les événements et conditions qui perturbent le fonctionnement d'une communauté ou d'une société et causent des pertes humaines, matérielles, ou économiques ou environnementales. Ce pilier fait la distinction entre les facteurs sous-jacents et les moteurs d'une crise. On parlera ici par exemple de conflits à l'intérieur de la ligne de contact, de l'intensité, de son étendue. On peut aussi parler du tremblement de terre, de sa magnitude, l'exposition, son étendue. Le troisième pilier examine l'événement, le choc, sur la population, les systèmes et les services dans la zone touchée. On regardera par exemple l'impact sur les personnes, par exemple les pertes et dommages aux actifs et au capital, les déplacements de population, les violences, les problèmes de mobilité et moyens de subsistance, etc. Secondement, on regardera les impacts sur les systèmes, c'est-à-dire le dommage aux infrastructures et ou aux moyens de communication, les perturbations de la cohésion sociale, des marchés, des services, etc. Enfin, troisièmement, impact sur l'accès humanitaire, c'est-à-dire les obstacles ou défis pour les personnes dans le besoin d'accéder aux acteurs humanitaires et pour les acteurs humanitaires pour accéder aux personnes dans le besoin. Le quatrième pilier, le plus emblématique du GIAF, est le pilier des conditions humanitaires. C'est l'endroit où les conséquences de l'impact du choc ou de l'événement sur les personnes sont identifiées en termes d'ampleur et analysées en termes de sévérité. La sévérité de la situation humanitaire est estimée en tenant compte de 3 conséquences humanitaires: les conditions de vie, les mécanismes d'adaptation et le bien-être physique et mental. Enfin, le cinquième et dernier pilier applique une perspective prospective pour projeter les besoins en fonction de l'évolution la plus probable de la crise au cours de la période de planification. Ces prévisions comprendront également la prévision de la façon dont les besoins peuvent changer en l'absence de l'aide actuellement fournie. Nous allons donc maintenant zoomer sur le pilier des conditions humanitaires, le plus emblématique du GIAF. Tout d'abord, nous pouvons voir que les sous-piliers sont tous interdépendants. La progression des conditions humanitaires ne suit pas toujours une séquence linéaire, allant de l'incapacité d'accéder aux biens ou services de base, à l'adoption de mécanismes d'adaptation négatifs, et enfin à l'impact du précédent sur le bien-être physique et mental. En fait, il existe des boucles de retour, des feedback loops, entre les 3 sous-piliers, et chacun peut contribuer à des résultats négatifs dans l'autre. Pensez par exemple à la façon dont les handicaps ou la malnutrition peuvent à leur tour enchaîner des difficultés d'accès aux biens et services de base. Comme il est difficile de comprendre exactement ce qui précède et contribue à quoi, il n'est pas recommandé de tenter de comprendre les effets de causalité entre les sous-piliers des conditions humanitaires. La gravité d'un sous-pilier prise individuellement ou isolément d'autres sous-piliers n'est pas non plus recommandée, car elle ne donne qu'une image partielle de la situation humanitaire de la population. Par exemple, un groupe de population peut présenter un niveau apparemment bon d'accès aux biens ou services de base, qui est le sous-pilier du niveau de vie, mais seulement parce qu'il a commencé à s'engager dans des stratégies d'adaptation négatives et irréversibles, qui appartient au mécanisme d'adaptation. Seuls les 3 sous-piliers pris ensemble
et regroupés dans un récit et un score finaux sur la condition humanitaire peuvent refléter les conditions humanitaires globales et leur sévérité. Dès lors, on se pose la question, comment se passe l'analyse de la sévérité des besoins? Nous allons maintenant examiner cela plus en détail. Comme nous l'avons vu dans le module 1, la sévérité intersectorielle, qui est le degré de préjudice causé par toutes les conditions humanitaires combinées, est une fonction centrale du GIAF et est obtenue en appliquant le modèle de sévérité du GIAF soutenu par l'échelle de sévérité. Sur la partie droite de l'écran, vous voyez un graphique Sunburst ou à rayonnement qui permet de visualiser tous les indicateurs utilisés dans l'évaluation des conditions humanitaires. Chacun des indicateurs a une échelle. Les échelles se réfèrent aux définitions globales vues ici. Au total, le tableau de référence des indicateurs du GIAF comporte 123 indicateurs. Sur ces 123 indicateurs, 97 sont directement liés aux piliers des conditions humanitaires. Dans cette capture d'écran, vous pouvez voir que tous les secteurs sont inclus avec un certain nombre d'indicateurs et sont liés aux piliers du cadre conceptuel. Ici, nous pouvons voir le tableau de référence des indicateurs GIAF. Sur la capture d'écran, vous devez zoomer un peu, vous pouvez voir comment chaque indicateur est décrit. Si vous commencez à gauche, avec le secteur et le sous-secteur, vous verrez ensuite l'indicateur est tagué par pilier et sous-pilier, son nom, la méthode de collecte des données, puis les seuils définis de 1 à 5. Je vous recommande de regarder tous les indicateurs. Le lien est dans le guide GIAF, la Guidance 1.1. Parcourez-le et familiarisez-vous avec les indicateurs et leurs seuils. Avec l'aide des 97 indicateurs du pilier conditions humanitaires et de l'échelle de sévérité définie pour chacun de ces indicateurs, nous pouvons maintenant estimer le nombre de personnes dans le besoin. Il n'est pas toujours nécessaire que ce soit ces 97 indicateurs exacts. En fait, c'est souvent beaucoup moins dans la réalité, et moins peut-être un plus quand il s'agit de calculer le PIN. L'approche GIAF distingue deux scénarios d'agrégation PIN, le scénario A et le scénario B. La principale différence entre ces deux scénarios est que si vous avez un dataset au niveau du ménage, à partir d'une seule et même évaluation, disons une évaluation multisectorielle des besoins type MSNA ou DTM, qui relie tous les indicateurs ensemble, alors vous êtes dans un scénario d'agrégation de données A. Cependant, si vous vous trouvez, comme c'est souvent le cas dans de nombreuses opérations, dans un contexte où il y a plusieurs datasets provenant de plusieurs évaluations et que vous devez rassembler tout cela et donner un sens à la globalité, alors vous vous retrouvez avec un scénario d'agrégation de données B. Nous n'irons pas beaucoup plus en détail dans ce module. Cependant, le module 3 expliquera un peu plus en détail comment l'agrégation PIN est faite. Et surtout, il y aura un module technique pour ceux qui devront faire le data crunching. Et ça ira étape par étape en regardant les méthodes, les outils et le processus. Avec cela, nous arrivons à la fin du module 2. Dans ce module, nous avons examiné la différence entre l'analyse intersectorielle et l'analyse multisectorielle. Nous avons examiné les éléments clés de l'approche du GIAF. En particulier, nous avons regardé les 5 piliers du cadre et zoomé un peu plus sur les 4 piliers et les interrelations entre ces 3 sous-piliers autour du niveau de vie, des mécanismes d'adaptation et du bien-être. Nous avons examiné le modèle de sévérité et la façon dont les indicateurs sont élaborés et normalisés. Nous ne sommes pas trop entrés dans les détails sur l'agrégation du PIN ici. Le principal à retenir est qu'il existe deux scénarios de données, A et B. A est basé sur un dataset unique où les indicateurs sont clairement liés entre eux. Le scénario B, qui est le cas dans la plupart des opérations, nous devons donner un sens à de nombreux datasets qui ne sont pas liés entre eux en tant que tels. Pour plus d'informations à ce sujet, nous vous encourageons à écouter les modules 3 et 4
également disponible sur le site web du GIAF et sur la plateforme de gestion des connaissances de OCHA. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder ce module et merci pour votre attention.